Et également, voilà, très bien. Mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour la conférence de presse du World FIRA 2024, la conférence de presse annuelle. Donc, je suis ravie de toutes et toutes vous accueillir sur cette session en Zoom. Je vois qu'il y a beaucoup de journalistes qui font partie de la presse agri-agro-française, donc je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes fidèles, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Et également des journalistes du territoire sur lequel nous nous trouvons en région Occitanie. Je pense notamment à la Dépêche du Midi, Gilles Bousquet ici présent. Bonjour Gilles. Écoutez, on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis donc Gwendoline Legrand, co-directrice de GOFAR, l'association organisatrice du FIRA. Euh, Écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez éteindre toute caméra ou micro, ce qui permet d'avoir un confort de session peut-être un peu plus agréable. Et puis, je souhaite passer très rapidement le relais et la parole à mes deux co-animateurs d'aujourd'hui, Marie-Flore Doutrelot et Roland Lenain. Marie-Flore, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Marie-Flore Doutrelot, je suis chargée de mission agroéquipement et agroécologie à la Fédération régionale des CUMA d'Occitanie. Alors, nous sommes co-organisateurs de l'événement aux côtés de GOFAR et je suis notamment en charge de l'organisation des démonstrations pour le FIRA. Merci Marie-Flore. Roland Lenain en direct du Japon. Pas une blague. Je te laisse te présenter, Roland. Tu n'as pas le micro, hein, si... Oui, pardon, j'ai été déconnecté, excuse-moi. Pas de Du coup, j'ai pas souci. compris ce que tu viens de dire. Je Désolé. disais Roland Lenain en direct du Japon. Je te laisse donc te présenter. Oui, bonjour à tous, donc Roland Lenain. En effet, en direct du Japon, et désolé, j'ai des problèmes avec ma caméra. J'espère que la connexion de l'hôtel va tenir. Je suis directeur de recherche à INRAE, au centre de Clermont-Ferrand, et j'ai la chance d'être responsable d'une euh, équipe qui travaille sur la robotique en milieu naturel et agricole. Et je suis là en tant que vice-président du FIRA attaché aux questions scientifiques. Très bien, merci Marie-Flore, merci Roland. Donc cette présentation devrait durer 45 minutes, suivie de 15 minutes de temps d'échange pour des temps de questions-réponses. À l'issue de cette conférence de presse, je vous enverrai également le replay, le dossier de presse, un lien vers des photos HD. J'espère un maximum de matériel pour vous aider. Je vais donc commencer à présenter euh, mon écran, à partager mon écran. Hop. Et je vais peut-être le présenter d'une autre manière. Est-ce que c'est bien visible pour tout le monde, cette première slide? Oui. Très bien, merci beaucoup. Donc, bienvenue sur cette conférence de presse de la huitième édition du World FIRA, qui se tiendra donc du 6 au 8 février 2024 à Oswil-Tolosane sur l'agrobiopole, donc très proche de Toulouse. Nous souhaitions commencer cette présentation par des chiffres clés et un panorama de la robotique agricole parce que je sais que c'est un contexte qui est quand même très important pour vous, journalistes, de comprendre un petit peu où on en est de l'évolution de ce marché et contextualiser un petit peu finalement le développement du World FIRA au sein de cette industrie qui était naissante mais qui aujourd'hui est bel et bien réelle avec, vous allez le voir, une progression des robots en activité en France très importante ces 5 dernières années. Donc, on s'appuie sur l'Observatoire des usages numériques en agriculture qui a été fourni en mai 2023. Et je souhaitais commencer par la production animale, puisque, bon, évidemment, c'est une filière qui utilise la robotique depuis de très nombreuses années et donc qui est habituée à cet usage. Néanmoins, on peut le voir qu'entre 2018 et 2023, nous sommes passés de 10 000 machines autonomes et robots pour la production animale à 18 000 en 2023. Donc une progression quasiment en x2 sur 5 ans sur la partie animale avec des chiffres très importants.
Donc, on va se focaliser un tout petit peu plus sur la production végétale, puisque sur le World FIRA, c'est majoritairement des robots sur production végétale que nous avons la chance de présenter et de voir en démo. Vous le voyez, nous sommes donc passés en 2018 de 100 unités en activité en France à peu près 600 en 2023. Donc, on a fait un x6 en 5 ans sur le nombre d'unités en fonctionnement dans nos exploitations en France. On va aller un petit peu plus précisément sur ces chiffres. Ces 600 unités en activité en France sont issues de 25 modèles différents, comme vous le voyez sur le petit visuel de droite sur cette slide. Et les deux filières les plus représentées sont donc la vitie et les légumes. Majoritairement, on parle de robots pour du travail du sol, du désherbage et du semis sur ces deux grandes filières. Néanmoins, et là c'est toute l'histoire de la robotique agricole, on voit de plus en plus de robots pour grande culture sur céréales. C'est des robots qui sont peut-être un tout petit peu moins matures, qui l'étaient un petit peu moins matures, mais qui le sont de plus en plus. Et lors du World FIRA, vous aurez l'occasion d'en découvrir un certain nombre. Donc une grosse évolution là-dessus. Et je pense que les chiffres que l'on présentera l'an prochain sur grande culture seront assez conséquents également. Également la partie Arbo qui n'est pas en reste sur ces robots en fonctionnement sur production végétale. Alors, pour aller un petit peu plus loin et avoir une vision un peu d'ensemble de la robotique agricole dans le monde, je voudrais vous présenter quelques chiffres clés, notamment cette progression annuelle moyenne de 24%, 24,3% donc en chiffre d'affaires, hein, en dollars américains, avec, et ça vous le voyez sur le graphique de droite, un marché qui est largement prédominé par les États-Unis de l'Amérique du Nord, parce que le Canada n'est pas en reste, et l'Europe, avec une part évidemment de l'Asie qui va croissant. Mais ce qui est très intéressant de voir, et on pourra revenir dessus, et je pourrais un peu compléter ces chiffres au besoin, mais que la France est extrêmement bien positionnée sur ce marché. Euh, on a des chiffres de côté qu'on pourra vous fournir, mais vraiment, on est sur une progression très nette de l'Europe et de la France en particulier. Je souhaitais également vous présenter cette cartographie extrêmement complète, bon, jamais exhaustive, hein, puisque tous les jours, il y a de nouveaux entrants, mais qui a été réalisée il y a quelques mois par The Mixing Bowl et The Vine, consortium hein, de différentes entités aux États-Unis qui ont souhaité un petit peu montrer l'ampleur des constructeurs de robots par type de culture et par fonctionnalité. Donc, je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail, mais vous pourrez regarder un petit peu précisément quels sont les constructeurs, où est-ce qu'ils se trouvent sur cette cartographie et évidemment jouer un peu à voir quelle est la part d'Européens là-dedans. Autre chiffre clé, la taille du marché des robots autonomes en extérieur, qui était de 150 millions de dollars en 2022. Alors, les facteurs clés de croissance, parce qu'il y en a bien évidemment, c'est les investissements croissants justement en R&D qui sont fournis, les innovations de produits, bien entendu, puisque des améliorations de produits mieux adaptées aux exploitations et aux besoins, évidemment, vont avoir une plus grande portée, un plus grand potentiel marché. Et évidemment, une sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages de la robotique. De notre côté, nous avons également réalisé, je suis désolée, le petit titre est un petit peu coupé, c'est de ma faute. Nous avons réalisé un petit peu une étude par nombre d'unités en activité dans le monde par constructeur. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive et ça a pu un petit peu évoluer, mais on est quand même très proche de la réalité puisque c'est issu des différentes informations que nous recueillons, tant sur World FIRA chaque année en février que sur le FIRA aux États-Unis que nous organisons également depuis 2 ans en Californie. Donc, il nous permet de récolter pas mal d'informations et de vous fournir aujourd'hui un petit peu une visualisation sur les constructeurs, leur nombre d'unités en activité, un petit peu partout dans le monde.
Je laisse donc la main maintenant à Roland Lenain pour les verrous scientifiques. Merci beaucoup. Et j'ai toujours mon problème de caméra, donc vous n'aurez pas la chance de me voir, mais vous ne perdez rien. Alors, vous avez vu qu'il y avait pas mal de robots qui étaient déjà commercialisés, en particulier dans le domaine de l'élevage. Il y en a de plus en plus également dans le domaine de la grande culture et du maraîchage. L'idée maintenant, c'est de regarder ensemble qu'est-ce qui nous manque et quels sont les verrous et les questions qui sont encore à lever pour pouvoir avancer plus loin dans la démocratisation de la robotique agricole et qu'elle soit réellement efficiente pour les agriculteurs. Alors, il y a plusieurs voies possibles pour l'impact de la robotique. La première, c'est l'automatisation de machines conventionnelles. La deuxième et une des promesses de la robotique, c'est de pouvoir aller de plus en plus vers la réduction de l'impact environnemental de l'agriculture. Et c'est le cas notamment pour le côté agroécologie et la transition écologique, qui consiste à utiliser plusieurs types de cultures sur un même endroit pour pouvoir travailler sur la compétition entre les cultures, pour limiter limiter l'utilisation des intrants pour lutter contre les adventices. Et pour ça, ça veut dire que les robots doivent être capables d'évoluer et de rendre des services dans les itinéraires agroécologiques et de travailler sur ces associations culturales qui ont des saisonnalités différentes alors qu'elles évoluent dans un même espace. Et donc ça, c'est compliqué pour un robot parce qu'il doit gérer une multitude de cultures qui ne sont pas forcément très bien calibrées. Et de manière générale, ce côté adaptation à l'inconnu, c'est une difficulté en robotique. Aujourd'hui, la robotique, elle est très présente dans des ateliers parce qu'on est dans des milieux qui sont maîtrisés, dans des conditions qui sont répétables. Et donc, un deuxième verrou, c'est ces capacités d'adaptation des robots à appréhender des différents environnements et différentes missions. Et donc ça, c'est encore un verrou scientifique sur les capacités d'interprétation de la scène et de modification du comportement, à la fois en termes de perception et également en termes de commande. Alors ça, c'est sur des verrous qui sont exploratoires et scientifiques. Il y a d'autres verrous, hein, donc sur la slide suivante, qui sont plus légaux et sociétaux, notamment sur la capacité à garantir la sécurité et la sûreté de fonctionnement. Comment faire pour avoir un ensemble de méthodes qui nous permettent de valider le fonctionnement, de garantir l'innocuité pour l'utilisation dans des milieux qui sont ouverts et dans des milieux qui sont du coup pas réservés, privatisés et sur lesquels il y a des humains qui peuvent potentiellement arriver. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles qui existent et qui disent notamment que, en tout cas en France, les robots doivent évoluer sous la supervision d'une personne, d'un opérateur, ce qui est un petit peu limitant dans le sens où si on veut faire face à la pénurie de main-d'œuvre et utiliser les robots euh, pour pouvoir soulager les agriculteurs d'un certain nombre de tâches qui sont répétitives et qui tendent à augmenter avec la réduction d'utilisation d'intrants, eh ben, il va falloir que les robots puissent agir tout seuls. Donc, il y a tout un travail sur la définition de protocoles de test, dont j'envoyais quelques exemples à l'écran, pour pouvoir garantir ce côté-là et la supervision. Euh, et si on veut pouvoir garder l'humain dans la boucle et donner à l'humain sa pleine place par rapport à l'utilisation de systèmes robotiques, bah, il faut pouvoir aller de plus en plus vers une interaction à une appropriation des outils robotiques par les êtres humains. Alors, ça passe par des outils de supervision, donc ça implique de pouvoir avoir des protocoles de communication qui permettent de garantir cette supervision en temps réel, quelle que soit la bande passante. Ça implique de trouver des modalités d'interaction directe entre un humain et un robot, donc comment fait un robot pour comprendre les intentions humaines. Et ça implique aussi que les robots soient intégrés dans les systèmes de production. Donc, ces verrous-là, qui sont plutôt d'ordre sociétaux, eh ben, à INRAE, en tout cas, donc je vous donne la vision d'INRAE en tant que chercheur, pardon, il manque quelque chose. Ces verrous-là, bah, on pense, bah, oui, à INRAE aussi, et puis dans le cadre de l'association Robagri, dans le cadre de GOFAR également, on pense ils doivent être adressés de manière collective et ils doivent aussi tirer parti de l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les agriculteurs, les instituts techniques, les constructeurs, les fournisseurs de solutions et les chercheurs. Et c'est tous ensemble, on pense qu'on pourra amener à la fois faire avancer la science pour pouvoir trouver
des nouveautés scientifiques qui permettent aux robots d'être plus agiles et plus efficients, mais aussi de résoudre un certain nombre de défis technologiques et sociétaux, notamment sur la normalisation et sur le côté formation et accompagnement de la transition aussi auprès des agriculteurs. Alors pour nous aider dans cette tâche, il y a un certain nombre de leviers qui ont été mis en place sur les stratégies d'accélération pour des agroéquipements durables et qui reprennent un peu l'ensemble de la chaîne de l'innovation, de la recherche et l'innovation, avec un certain nombre d'initiatives, d'appels à projets, des plans prioritaires de recherche pour le côté verrou scientifique amont, et l'aide à la commercialisation d'agroéquipements innovants qui permettent de participer de la transition agroécologique. Et au milieu de ce paysage, on a notamment un grand défi robotique agricole qui a été lancé en septembre 2023 et qui aura pour ambition de pouvoir faire le lien entre ces différentes initiatives et notamment doter l'ensemble de la communauté française d'un certain nombre d'outils communs de développement, d'un certain nombre de référentiels en termes d'agroécologie, en termes de briques technologiques qui participent de la sécurité et en termes aussi de métriques pour l'appropriation de ces nouvelles technologies. Voilà. Et donc, nous, on essaye à INRAE de prendre notre part parce qu'on est convaincu que les outils robotiques sont un des leviers qui vont permettre de réussir la transition agroécologique. C'est un des leviers qui doit permettre de pouvoir travailler sur ces associations de culture, de travailler au plus près de la plante, parce que les robots, ils ont une répétitivité, répétabilité également. Ils sont capables d'effectuer des tâches qui sont pénibles sans perte de performance par rapport au temps. Et ils sont capables enfin on espère, ils sont capables de généraliser des pratiques agroécologiques qui aujourd'hui sont réalisées à des échelles qui sont petites parce que ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, à ce titre, on préside le conseil scientifique du grand défi robotique agricole. On est copilote avec l'INRIA du PEPR agroécologie et numérique et on travaille sur une plateforme de développement et d'innovation, AgroTechnopole, qui permet de assurer ce trait d'union entre la recherche et les acteurs et les constructeurs pour aller vers une robotique qui soit utilisable, utilisée et efficiente et à la portée des agriculteurs pour qu'on puisse continuer le passage, enfin la transition écologique de l'agriculture. Donc, ce travail, on va le poursuivre durant le Forum international de robotique agricole. Et là, Gwendoline, je crois que je te laisse la parole pour entrer plus en détail dans le programme du FIRA. Absolument. Merci beaucoup, Roland, pour ces apports. Donc, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, en tout cas de l'événement, si ce n'est la robotique agricole. Je vous propose de regarder, si j'y arrive au niveau technique, une petite vidéo en introduction de tout cela. Voilà, un petit aperçu, si vous ne l'aviez pas vu, de cette 8e édition donc, du World Fira.
Donc une huitième édition qu'on souhaite encore réitérer en plein champ à l'Agrobiopole pour la deuxième année. Alors, je voulais vous faire part aussi de ce positionnement très, très particulier du FIRA, puisque c'est un événement euh, expert, à la fois expert, mais à la fois très, très ouvert et de plus en plus ouvert sur les utilisateurs finaux, les agriculteurs, les exploitants, avec un ancrage national et régional très fort, puisque, bon, bah, comme je vous l'ai dit un petit peu, et certains d'entre vous le savent, on a un événement également aux États-Unis. Certains autres événements un peu ailleurs, à droite à gauche, j'ai envie de dire dans le monde, aimeraient bien intégrer le FIRA au sein de leur propre événement. Mais nous, on souhaite vraiment plus que jamais conserver notre ancrage en France et particulièrement en Occitanie et encore plus particulièrement sur le territoire du Sicoval, mais d'en faire toujours plus un événement résolument international. Sa particularité aussi du FIRA, c'est d'être sur une filière, une industrie de niche vraiment spécifique à la robotique agricole et au système autonome pour l'agriculture. Donc on se positionne, alors en toute humilité, on ne souhaite pas du tout concurrencer le CES, mais pour qu'on comprenne un petit peu le positionnement, c'est le CES de la robotique agricole. Alors pourquoi? Parce qu'à la fois, on va pouvoir y trouver des degrés de maturité très élevés, donc avec des machines très, très développées, très bien ancrées sur le marché, déjà commercialisées à plusieurs unités, etc. Plusieurs unités, plusieurs centaines d'unités même pour certains. Et puis également, des tout petits projets balbutiants, naissants, qui vont présenter pour la première fois leur machine, leur POC, leur Proof of Concept durant le World FIRA, avec plein de nouveautés qu'on peut y trouver, etc. Donc les journalistes sont très souvent friands de venir sur l'événement pour justement aller détecter ces dernières innovations, mais aussi où en sont les robots les plus matures, parce que le FIRA reste l'événement au monde où l'on trouve le plus de robots agricoles en un même lieu au même moment. Donc, c'est l'avantage que l'on a aujourd'hui. L'agrobiopole, comme je vous le disais, à 20 minutes du centre-ville de Toulouse, qui est donc un complexe d'enseignement agricole composé de trois établissements, l'ENSAT, la Cité des Sciences Vertes, donc aussi appelée lycée agricole d'Oseville, et l'ENSFEA, qui nous accueille donc depuis 2 ans, qui travaille en étroite collaboration, notamment avec la FRQMA Occitanie sur la mise en place des démos, mais on y reviendra, Marie-Flore. Euh, pour vous faire une petite vision d'ensemble de qu'est-ce qu'on y trouve, quels sont les formats présents sur le World FIRA, on passe de la R&D, en passant par l'expo, jusqu'au champ. Si tu veux dire peut-être, Roland, un petit mot sur la partie R&D, donc le colloque scientifique que vous organisez, INRAE Herbagri. Oui, bien sûr, merci beaucoup de me laisser l'opportunité de dire quelques mots. Voilà, comme le Forum international de robotique agricole, c'est avant tout un forum. L'idée, c'est de pouvoir échanger, de trouver de nouvelles idées, à la fois sur l'avancée des technologies robotiques, mais également sur leur applicabilité et leur utilisabilité. Et donc, le colloque, c'est l'occasion de faire le point, de voir où on est à la science et de trouver ensemble des idées nouvelles et des idées neuves. Et donc, cette année, la thématique globale du workshop sera de voir quelles sont les conditions pour que les robots soient pleinement efficients pour la transition agroécologique. Et donc, on aura trois sessions principales. L'une tournée sur la mise en place d'itinéraires agroécologiques qui tire parti de l'avancée des technologies robotiques. La deuxième session sur la reconnaissance de l'environnement et les capacités du robot à prendre des décisions, des robots, pardon, à prendre des décisions dans des milieux qui sont ouverts, qui sont changeants et qui sont complexes et non structurés. La troisième session sur l'intégration des robots dans les systèmes de production, ou comment le robot va trouver toute sa place dans la ferme, et en particulier avec l'agriculteur, et comment et à quelles conditions il va pouvoir être pleinement efficace et interagir de façon concrète avec les agriculteurs. À cela s'ajoutera des controverses sur la robotique agricole. Donc tout ça, ça aura lieu la première journée, donc le 6 février. Les trois sessions dureront entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà. Et ce sera clos à la clôture de cette journée. On pourra mettre en place un hackathon, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ah
Voilà. Absolument, merci Roland. Donc voilà, cette partie scientifique de la recherche, de ce transfert technologique que l'on souhaite aussi aborder au World FIRA, avec également une grande zone expo où on va retrouver un certain nombre de fournisseurs de techno, euh, évidemment les constructeurs, des pavillons de certains pays, etc., pour également avoir des temps de réseautage avec des personnes influentes au niveau national et international dans la robotique agricole. Donc on y reviendra sur la zone expo également, et évidemment jusqu'au champ en voyant les machines en fonctionnement sur parcelles cultivées. Euh, Moi, je dirais que c'est une prouesse parce qu'on est quand même sur des machines qui ont leur spécificité, avec des besoins spécifiques, avec le degré d'aléa de l'événementiel. Donc, bravo la FRQMA, bravo la Cité des Sciences Vertes, on y reviendra, mais une zone démo de qualité. Quelques chiffres clés au niveau du World FIRA. Donc, en vert, ce sont les chiffres 2023, en bleu, les chiffres 2024. Donc, avec toujours plus de solutions autonomes et de robots qui seront présentés en démo et en statique. Le volet international, comme je vous le disais, on entend parler largement anglais dans les allées, hein. C'est loin d'être une hérésie. Donc, plus de 60 pays attendus cette année au sein du World FIRA. L'an dernier, vous étiez 60 journalistes présents avec à peu près une moitié français et une moitié internationaux. Europe, voire même au-delà, puisqu'on avait des journalistes indiens, américains et autres. Donc voilà, une grande fierté pour nous. On en attend encore plus cette année. On attend 2500 participants cette année et une part d'agriculteurs croissante. On y reviendra aussi. La part d'agriculteurs croissante, elle est liée à beaucoup de facteurs. Un travail de fond de notre côté, mais pas que, et largement aussi parce qu'aujourd'hui, leur curiosité et leurs besoins sont plus que réels. Et, euh, et ils ont besoin de venir voir ce qui se fait et ce qui pourrait être demain ou très prochainement leur matériel. Une zone d'expo encore élargie. Vous le verrez, nous avons deux grands chapiteaux cette année avec plus de 70 exposants, 120 partenaires, des médias partenaires, mais également des événements, des syndicats, des associations d'agriculteurs. Donc voilà, toute une filière concentrée au sein du World FIRA. Alors, voilà les principales parties prenantes, j'ai envie de dire, du World FIRA. Donc, comme on l'évoquait, les agriculteurs qui viennent y chercher des solutions autonomes pour pallier leurs enjeux du quotidien, les concessionnaires et les distributeurs qui viennent de plus en plus nombreux également sur l'événement. Alors, c'est pas un hasard, hein, évidemment. Ils souhaitent d'une part comprendre où on en est du développement de ces machines. Donc, le World FIRA offre vraiment l'opportunité de le comprendre, de venir en direct voir, rencontrer les constructeurs, discuter avec eux, discuter également avec des agriculteurs qui sont utilisateurs, qui peuvent leur faire des retours d'expérience. On a des temps bien précis de rencontres avec les agriculteurs utilisateurs aussi sur le World FIRA. Donc voilà, concessionnaires et distributeurs très très présents. Les constructeurs de robots, bien entendu, et les startups qui sont là pour présenter leurs robots, leurs machines et discuter avec l'ensemble des parties prenantes. On vient de le dire, le volet recherche et les étudiants qui ont donc un grand attrait pour la robotique agricole, les écoles, les lycées qui ont de plus en plus l'envie de proposer dans leur programme un volet robotique agricole et donc ils viennent chercher également des sources d'inspiration, des contacts sur le World FIRA et par la même occasion amener des groupes, des classes entières pour visiter le salon. Les investisseurs comme voilà la partie un petit peu CES Startup qui est aussi une part non négligeable du World FIRA, les investisseurs qui ont une session de pitch à huis clos, lors de laquelle ils viennent écouter une douzaine de startups qui ont été préalablement sélectionnées et dont nous venons de dévoiler la liste. Donc, je pourrais également vous la fournir a posteriori et elle est sur notre site internet. Mais ces startups qui viennent pitcher auprès d'investisseurs pour trouver évidemment des leviers de financement pour leur développement. Et donc l'accueil des journalistes, évidemment, avec la partie accréditation. Presse tour, durant 1 heure, on fait le tour du salon ensemble. On vient à la rencontre de certains
de certains exposants et des annonces exclusives qui sont faites de plus en plus sur le World FIRA. Alors, une annonce, là, de notre part, du World FIRA, c'est une grande nouveauté. Ce sont les premières assises internationales de l'autonomie agricole. Donc, ces assises, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de rendre voilà, cette intelligence collective au service des défis de l'autonomie agricole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons la chance de pouvoir réunir en tant qu'événement fédérateur de l'industrie de la robotique agricole l'ensemble des parties prenantes, des groupes de travail, des instances internationales qui travaillent chacune sur des sujets de l'autonomie agricole, de la sécurité, de la législation et qui ont l'envie de se retrouver, de collaborer ensemble, de présenter les avancées de leurs travaux auprès de la communauté du World FIRA et de présenter en réalité, d'échanger en 3 temps avec les participants. Donc, ces assises de l'autonomie agricole se composent donc en 3 ateliers. Pardon, elles auront lieu le jeudi 8 février, donc le troisième jour de l'événement, tout le long de la journée. Et donc, on sera réunis autour de 3 ateliers. Le premier atelier autour des cas d'utilisation sur le terrain et des retours d'expérience d'agriculteurs et des fabricants. Deuxième atelier autour des recommandations et des lignes directrices d'application. Et le troisième atelier, là, on sera sur des ateliers participatifs par groupe pour réfléchir ensemble avec certaines thématiques sur les différents enjeux de l'autonomie agricole. Donc là, le programme est également à 80% mis à jour sur le site web. Vous pourrez aller voir un petit peu qui sont les intervenants et les différentes thématiques des. Au niveau des autres nouveautés du World FIRA, on en a parlé, le hackathon du grand défi de la robotique agricole. Est-ce que tu souhaites développer un petit peu, peut-être, Roland, ici? Ouais, un tout petit peu. Un hackathon qui va se jouer autour de 3 challenges. Le premier challenge sur la planification de trajectoire avec des points de passage et une problématique de couverture de zones culturales avec 2 parcelles, une qui est plutôt typée viticulture et une qui est plutôt typée maraîchage. Un deuxième challenge sur la détection et le recensement des obstacles autour du robot. Donc, il y a un environnement, voilà. Il y a un troisième challenge, pardon, autour de cette détection et on ajoute l'évitement d'obstacles. Donc, le robot doit exécuter une trajectoire qui est fournie dans le cadre du hackathon et le robot doit pouvoir l'éviter. Alors, pour ça, le hackathon se déroule en 2 temps. Un premier temps qui a déjà commencé pour certaines équipes. On a une dizaine d'équipes qui ont déjà commencé à travailler et qui sera clos pour l'inscription demain. Et donc, dans ce premier volet, qui est plutôt une phase qualificative, on a travaillé sur la mise en place d'un simulateur ouvert en open source, avec un ensemble de briques technologiques de base pour le suivi de trajectoire, pour la localisation, voilà, qui peut être d'ores et déjà utilisé et qui est ouvert sur le monde. Et donc, en utilisant cet environnement de simulation qui est open source et donc un petit peu simplifié par rapport à d'autres éléments, ben, on va pouvoir qualifier 6 équipes qui viendront refaire ces challenges-là, mais dans un environnement un peu plus complexe euh, sur table durant les jours 2 et 3 du FIRA, donc les 7 et 8 février à Toulouse. Et pour cela, la société Opal RT, en partenariat avec AD Virtualise, va mettre à disposition 6 unités de calcul, donc 6 ordinateurs assez puissants, avec un logiciel de simulation plus avancé qui va permettre d'avoir beaucoup plus de détails et d'avoir des conditions qui sont un peu plus difficiles en termes d'adhérence, de visibilité, et même la capacité, en fonction des premiers résultats des équipes, de rajouter des challenges comme de la pluie, du brouillard, éventuellement un peu de poussière. Et donc, ce sera une version un peu plus complexe. Donc, une phase qualificative qui a commencé, qui s'arrêtera le 15 janvier, avec la nomination des sélectionnés qui viendront faire ces mêmes challenges sur un environnement plus complexe. Voilà. Bon. Très bien, merci, merci Roland. Donc voilà, grande nouveauté au sein du World FIRA, ce premier hackathon du grand défi. Au niveau des grandes nouveautés, c'est également la partie retour d'expérience des utilisateurs qui auront lieu pendant le World FIRA. Donc on aura la chance d'entendre à différentes reprises en introduction des démos, sur des temps d'échange entre agriculteurs, utilisateurs et non-utilisateurs. Voilà, des vrais retours d'expérience, d'efficacité, de productivité,
de la robotique agricole sur les démos de plein champ. Sur la partie, on l'a évoqué tout à l'heure, contenus éditoriaux, on a intégré des controverses de la robotique agricole, donc des débats qui qui seront donc animés par Pierre Compère et qui prendront vraiment la forme d'un débat participatif avec le public pour vraiment comprendre les différentes problématiques que se posent sur la robotique agricole et pouvoir y répondre tous ensemble. Et que les constructeurs et que toutes les parties prenantes puissent aussi entendre parfois les inquiétudes, les craintes qui peuvent émaner euh, de toute frange d'ailleurs de la population, qu'ils soient agriculteurs, étudiants ou autres. Un renouveau des awards du FIRA, puisqu'aujourd'hui, nous serons sur un award et trois catégories qui seront consacrées, donc avec le meilleur robot de l'année, le choix des agriculteurs qui sera remis par Future Farming, avec lesquels nous collaborons depuis de nombreuses années, donc Future Farming, le magazine spécialisé en agtech basé aux Pays-Bas. La meilleure startup, c'est le choix des investisseurs à l'issue de la session de pitch. Une startup sera donc récompensé. Et le meilleur robot du FIRA, là, ce sera le choix des participants. Ce sera directement sur place avec une application où les participants pourront donc voter pour leur robot préféré. Et enfin, les rendez-vous de la convention d'affaires. Alors, c'est un renouveau avec une implication très forte de la CCI Occitanie et du réseau Europe Enterprise Network, qui donc met à disposition la plateforme B2Match pour la prise de rendez-vous en amont, avec une zone dédiée au rendez-vous d'affaires pendant l'événement. Alors, ici, c'est un agenda assez général et global. Vous aurez le lien vers le programme complet que vous pourrez consulter pour que vous voyez un petit peu les différents temps. Mardi 6 février, nous avons donc le colloque scientifique avec une ouverture de la zone expo à partir de midi et pour tout l'après-midi. Des démos vont commencer également le mardi après-midi. Alors ça, on tient à le préciser puisque ce n'était pas le cas l'an dernier. On n'avait ouvert que le deuxième jour, la zone expo, la zone démo. Là, cette année, on ouvre un petit peu plus tôt pour 2 jours et demi. Mercredi 7 février, alors là, bah, c'est voilà, expo, démo toute la journée, des ateliers, des sessions de pitch également. Le press tour qui aura lieu à 10 heures le 7 février. Et le 8 février, de nouveau, hein, la zone expo et la zone démo tout ouvert et les assises internationales de l'autonomie agricole. Je laisse la parole à Marie-Flore pour la partie démo. Oh, pardon. Et oui, vous m'entendez bien? Oui. Super. Eh bien, oui, le FIRA, c'était un événement unique avec des démonstrations plein champ sur près de 2 hectares. Donc, comprenant 4 zones, mais je vous les présenterai par la suite. 3 jours, donc Gwen, tu viens juste d'en parler. Effectivement, à bien noter que les démonstrations commenceront dès le mardi après-midi jusqu'au jeudi. Et cette année, c'est près de 25 robots qui seront en démonstration. Alors, certes, 8e édition, mais 2e année consécutive, le FIRA, c'est un événement sans Auchan, donc avec des démonstrations en conditions réelles. Il y aura différents robots pour différentes filières, donc notamment les grandes cultures, les légumes, la viticulture, l'arboriculture et le maraîchage. Pour différentes, et je dirais même nombreuses applications, le désherbage mécanique, la fertilisation, la pulvérisation, le semis, etc. Alors, pour les démonstrations, il y en aura de 2 types. On va dire des démonstrations planifiées au programme général que vous pourrez retrouver et démonstrations qui seront commentées par les constructeurs. Et puis ensuite, il y aura des démos libres qui se feront au fil de la journée, on va dire au fil des demandes. Alors, voilà. Donc, comme je le disais, 4 zones de démonstration. Donc, nous aurons la vigne. Donc, il s'agit de vignes artificielles que nous implantons. Il y aura 15 rangées sur 15 mètres de long. Ensuite, nous avons une zone maraîchage culture potagère. On va y retrouver de l'ail et des radis. Puis, une zone de verger avec notamment des pommiers.
Et enfin, une zone grande culture où on a implanté du seigle, des triticales et de la févrole. Donc en fait, sur les différentes cultures qu'on a implantées, notamment bien, pour les grandes cultures et pour la zone maraîchage et on va dire culture potagère, on a différents écartements pour le mieux s'adapter aux spécificités des robots, mais aussi aux conditions rencontrées par les exploitations. Donc, on aura des cultures qui vont être implantées en plein, mais aussi à différents écartements. Donc, on a 50 et 75 centimètres. Voilà. Alors, si on fait un rapide tour d'horizon par filière et notamment peut-être les nouveautés qui vont vous intéresser. Alors, on retrouve Nayo, notamment pilier historique du FIRA, d'ailleurs qu'on va retrouver aussi dans plusieurs filières avec l'autonomie augmentée. On va avoir aussi d'autres petits nouveaux comme Ulmana, par exemple, avec leur solution de binage du rang et de l'interrang qui vient s'atteler à un tracteur. Et en fait, ça aussi, c'est une nouveauté du FIRA. On a bien évidemment des robots autonomes, mais on a aussi des solutions robotisées qui vont venir en fait derrière un tracteur. Voilà, donc il y aura des nouveautés en démo et des nouveautés aussi en expo, comme par exemple, on aura Nature Robot. Donc c'est vrai que pour la filière, on va dire légumière, maraîchage, on est quand même plutôt sur des applications autour du désherbage mécanique. Alors ensuite, pour les grandes cultures, cette année, enfin pas cette année, plutôt 2024, on sera l'année prochaine, nous aurons AgroIntelli avec son robot porte-outils Roboti. On aura aussi Softiver, alors qui était là l'année dernière, mais cette année, il viendra avec une, j'arrête pas de dire cette année, l'année prochaine, c'est dans quelques mois, pour nous c'est demain. Donc qui viendra avec une panoplie d'équipements. Donc en fait, derrière Softy Rover, il y aura notamment un semoir, une bineuse et un PUV. Bon, pas en même temps, bien évidemment, mais différents outils qui viendront s'atteler au robot et qu'on pourra voir en démonstration. On a aussi, par exemple, le Crover pour l'analyse du grain dans les silos. Et le FIRA, c'est aussi une dimension internationale. Et on aura en expo un robot pour la récolte du coton. Voilà. Alors, pour la vigne, c'est la filière où il y a le plus de robots. Alors, les applications, elles sont vraiment nombreuses. Le désherbage mécanique durant l'entretien de l'interrant, la tonte, la pulvée, la taille, ça sera assez intéressant. Donc, dans les nouveautés 2024, on va retrouver Trax, donc d'Exact Robotics, qui était là l'année dernière, mais cette année, on pourra le voir en démonstration. On a par exemple PEC qui à la fois d'ailleurs sera présent sur la vigne, mais aussi sur l'arbo. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est la panoplie d'équipements que peuvent être appliqués aux robots. Dans les exemples aussi nouveautés que l'on peut citer, Yanmar avec la pulvée ou perception robotique avec un bras de taille. Donc là, on est vraiment comme un opérateur, aussi doux que l'opérateur, ou Egro pour l'entretien du rang. Enfin, donc pour les vergers, donc dans les nouveautés, on va retrouver notamment alors PEC qui était là l'année dernière, mais qui cette année va présenter la récolte de pommes avec son bras robotisé ou léger innovation pour l'épampage des pommiers en l'occurrence. Et donc, on y retrouve, au-delà de ces filières-là et des nouveautés que je viens de vous citer, il y en aura aussi bien d'autres qui seront présents également en exposition. Bon, voilà, je peux citer par exemple Osiris pour l'irrigation. Mais je vais m'en arrêter là et ne pas vous présenter tous les robots juste avant le FIRA. Je vous laisse venir les découvrir en février à Toulouse. Merci Marie-Flore. Donc pour aller un petit peu prendre un petit peu de hauteur justement sur le plan d'implantation du World FIRA 2024. Alors je vous le commente rapidement, hein, c'est pour que vous ayez un petit peu une vision d'ensemble. La grande différence avec l'an dernier pour ceux qui ont pu être présents, c'est que nous n'allons avoir une présence, ce que j'appelle en haut, en tout cas à l'endroit où vous voyez de carré rouge colloque scientifique, que pendant la première journée. Donc le colloque scientifique se tiendra toute la journée
donc du 6 février dans l'amphithéâtre tout en haut. Et puis, une fois l'après-midi du 6 février commencé, tout se déroulera donc sur la zone que vous voyez tout à fait à gauche, avec donc, je vais vous commentez les petits rectangles jaunes que vous trouvez tout à fait à gauche. Donc, si, est-ce qu'on voit mon curseur? Oui, Oui, on le voit. merci. Donc, vous voyez avec mon curseur, donc là, ce rectangle-ci et celui-ci, ce sont les grands chapiteaux d'exposition. Voilà, la zone expo avec les stands, etc. Entre les deux, nous aurons la zone de démo ouverte avec différents types de cultures qui pourront être en démo ici, qui permettront notamment un petit rapatriement si les conditions climatiques venaient à se jouer de nous. Ça sera une zone dans laquelle on pourra effectuer des démos. Et puis, ce rectangle-ci et ce rectangle-ci, ce sont donc les démos sur légumes. Ici, c'est la partie céréales. Et au centre, nous avons la partie Viti. Le grand rectangle que vous voyez ici, c'est les vergers. Donc, on aura un certain nombre de robots qui seront également présents. Et puis, un petit peu au centre de tout ça, ici, nous avons donc la mise à disposition d'un très grand hangar qui nous permet de mettre en place la zone d'accueil, mais aussi et surtout la zone de restauration et non, non des moindres, j'ai envie de dire, la partie conférence, table ronde, pitch, toutes les sessions en live de prise de parole qui auront lieu également dans le hangar, donc un endroit où il fera quand même bien plus chaud qu'à l'extérieur, avec les différentes zones de parking, etc. Alors, on arrive à la conclusion de cette conférence de presse. Je souhaitais, pour ma part, remercier l'ensemble des partenaires, parties prenantes de cette huitième édition du World Fira. Je pense notamment aux principaux sponsors, bien entendu, parce que c'est quand même important et très important, et on les remercie pour leur soutien et leur présence sur l'événement parce ils vont nous montrer des choses assez incroyables. Je pense au pavillon AgroBoFood, par exemple, qui sera présent, ainsi qu'au pavillon des Pays-Bas qui viendra avec ses startups. Les constructeurs AgroIntelli, Naio Technologies et PEC Automotive, un gros sponsor cette année, ainsi que le fournisseur de capteurs et de solutions pour l'automatisation, SICK. Je souhaitais également souligner la présence cette année de New Holland à nos côtés. On vous en dira plus d'ici quelques semaines, mais un partenariat naissant très intéressant. Et puis, bien entendu, on l'évoquait en tout début de conférence de presse, les soutiens locaux, régionaux et nationaux, donc la région Occitanie et le Sicoval, sur le territoire duquel nous nous trouvons pour le World Fira, l'agrobiopole et ses trois établissements, la FRQMA Occitanie, bien entendu, Rob Agri et le grand défi de la robotique agricole, qui prennent grand part à cette édition également. Et bien entendu, l'INRAE, que vous avez pu retrouver tout le long de cette présentation et qui apporte son soutien sous différentes formes et ses apports en connaissances sur cette huitième édition du World Fira. Un petit mot sur les inscriptions pour que vous ayez l'information. Les inscriptions sont bien entendu ouvertes avec un tarif régulier, on va dire tarif plein pour les industriels et l'ensemble des participants. La gratuité pour les étudiants, les agriculteurs et les journalistes, bien entendu. Le site web du FIRA a changé depuis l'an dernier. Donc, si vous retrouvez des notes de votre côté, pensez bien à modifier l'URL du site qui est donc maintenant world-fira.com. Et aussi pour vous dire que, bien entendu, vous êtes les bienvenus sur le World Fira 2024, que vous bénéficiez donc évidemment de la gratuité de l'entrée et que nous vous ferons parvenir les informations quant au press tour pour en janvier, je dirais. Voilà. Donc, à l'issue de cette conférence de presse, je vous fournirai, comme je vous le disais, le dossier de presse, cette présentation, ainsi que le replay et un lien vers des photos. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Merci Marie-Flore, merci Roland pour ces présentations. Je coupe mon partage et puis écoutez, je vous laisse
prendre la parole pour les questions qui seraient éventuelles. Oui, Gilles Bousquet pour la dépêche. J'avais une question peut-être pour Gwendoline et une pour Roland. Est-ce qu'on a une idée du poids de la filière robotique agricole en Occitanie? Combien d'acteurs, voilà, puis du chiffre d'affaires si on a. Et pour Roland, à Toulouse, à l'aéroport de Toulouse vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté des robots pour s'adapter aux différentes cultures dans un parcours, on va dire, agroécologique de changement de culture. On voit qu'à l'aéroport de Toulouse, il y a des tracteurs qui circulent sur la plateforme aéroportuaire de manière totalement autonome, menés par EasyMile. Alors on se dit que c'est un environnement beaucoup plus complexe qu'un champ où il n'y a pas de circulation. Et on se demande, enfin moi je me demande comment on arrive à le faire en aéroport et pourquoi vous nous dites que c'est si compliqué sur un champ. Je laisse la parole à Marie-Flore et Roland, les spécialistes. Déjà, peut-être pour la question des acteurs sur Ah, l'Occitanie. ouais. Roland, est-ce que tu veux dire un mot d'abord, peut-être? Je ne sais pas si Roland est toujours là. Non, non, bah vas-y, je t'en prie. Non, non, mais vas-y, je te laisse d'abord répondre et moi je compléterai parce que moi, c'est un peu biaisé par l'agriculture collective, enfin, mon regard sur l'agriculture de groupe. Alors je te laisse et je compléterai. Alors, sur la première ou la deuxième question? Parce que, enfin, ouais. Alors, Ou bah, tu peux répondre de façon globale et après je compléterai du coup. bah, je vais commencer par la deuxième question parce que c'est plus facile pour moi. Sur le volet, pourquoi c'est compliqué en agriculture et c'est moins compliqué sur des plateformes aéroportuaires, c'est que déjà on a des lieux qui sont sur les plateformes aéroportuaires, on a des lieux qui sont privés et du coup on est capable de réguler le flux de personnes qui vont sur le site ou les éléments qui vont être mobiles sur le site. Ensuite, on a la capacité à structurer l'environnement, c'est-à-dire qu'on peut mettre des signalisations qui sont reconnaissables à coup sûr pour un robot. C'est-à-dire que le robot, il sait précisément ce qu'il attend, à quel endroit, à quel moment. Il va passer dans des conditions qui sont répétables, c'est-à-dire qu'on a toujours le même niveau d'adhérence sur le bitume. On sait exactement quels vont être les rayons de courbure, on sait exactement quelles vont être les vitesses de passage. Et donc, on a un ensemble d'éléments qu'on peut maîtriser à l'avance. Alors qu'en agriculture, même si ben, on a des rangées de cultures, euh, ben, ça peut varier, ça change par rapport à la croissance. On a les conditions d'évolution, les conditions d'interaction entre le roc et le sol qui changent également. On a des conditions météo qui peuvent influer de façon importante sur la capacité de reconnaissance des capteurs. Et surtout après, pour le volet nouvelle culture, nouveaux itinéraires culturaux, ben, il y a un travail de reconnaissance des types de végétation qui doit être fait, malgré toute la variation des conditions d'ensoleillement et des conditions climatiques, qui doit être faite de façon relativement certaine. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que on est dans des environnements qu'on maîtrise pas et on n'a pas la capacité à pouvoir mettre des repères dans tous les champs, dans toutes les parcelles. Donc c'est de là que vient la complexité. Et après, le deuxième niveau qui est plus législatif, enfin, plus sociétal, c'est que bah, on ne maîtrise pas le flux de personnes qui peuvent venir dans un champ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent venir qui n'ont pas le droit, alors que sur une plateforme aéroportuaire, ça peut être beaucoup plus contrôlé. On a la capacité de contrôler ça. Voilà, ça répond à la deuxième question? Oui, oui, très bien, merci. Et sur la première, sur le poids de la filière robotique agricole en Occitanie? Alors moi, j'ai pas une énorme visibilité sur ces aspects-là. C'est sûr qu'on a le plus grand constructeur de robots en plein champ sur l'Occitanie, qui doit être Nayo, je crois. Alors, je suis pas non plus très très fort je suis pas non plus très très fort en géographie, alors. Non, non, mais bon. Voilà, on a également d'autres entreprises assez dynamiques, donc Green Culture par exemple, puisque Agriculture, ouais, tout à fait. qui est également président, qui est également la présidence de l'association Robagri. On a plusieurs constructeurs. Il y a aussi, d'un point de vue recherche, la présence d'IVES, qui travaille sur la robotique en général et qui a également
pas mal d'applications dans le domaine agricole. Donc elle est relativement dynamique, mais après, je ne saurais pas, moi, vous donner des chiffres en termes de pourcentage de l'activité robotique agricole qui est liée à une région plus qu'à une autre. Enfin, je raisonne plus d'un point de vue global. Alors, j'ai Ouais, oublié de citer une règle. Je suis désolé. Vas-y, sans plus. j- j'allais faire aussi, en fait, j'allais faire ce même retour. C'est vrai que l'Occitanie est quand même l'une des régions très dynamiques. Alors déjà de par les constructeurs, mais aussi de par les acteurs. Le FIRA aussi. Et étant en Occitanie, il y a beaucoup d'événements. Nous, sur les CUMA, c'est quelque chose aussi, ça se développe petit à petit. On a aussi la chance, grâce au dispositif France Agrimaire, avec le financement des robots, donc ça commence à se démocratiser. On va dire en France, il y a plusieurs dossiers qui ont été déposés et je sais qu'il y en a une petite poignée sur l'Occitanie et il y a eu des réponses a priori positives là le retour est très très récent. Donc on va pouvoir un peu suivre aussi ça, c'est très positif pour les CUMA. Voilà. Mais le nombre précis, au total, on va dire hors CUMA, je ne saurais pas non plus le dire. Je vous ai mis dans la conversation le contact de Flavien Roussel, donc, qui fait partie de la communication chez Naïo Technologies, donc, qui pour la partie Naïo, évidemment, peut vous répondre, mais il peut vous répondre de façon un peu plus précise aussi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai posé ma question sur le chat. C'est Anthony? Je ne vois pas qui parle. Je suis désolée. Non, moi c'est bon. Vous m'avez répondu. Non, non, c'est un Bah, de mes Ok. collègues. Ah, Vas-y. pardon, il y a une autre c'est à question. propos de Blue White. Ah, Est-ce que vous êtes ouvert à la participation d'autres solutions qui rendent autonomes des tracteurs agricoles conventionnels et qui suscitent les... Alors, je te laisse répondre du coup, quoi, peut-être. oui, alors effectivement, c'est le cas, et c'est le cas d'ailleurs beaucoup plus sur le FIRA USA parce qu'il y a peut-être plus de solutions qui sont développées tout simplement déjà là-bas. Après, cette année, on a notamment, tu le citais tout à l'heure, Marie-Flore, Softiver qui va présenter une solution pour rendre autonome un tracteur. Oui, tout à fait. Donc, et ça fait partie de la typologie de solutions qu'on souhaite accueillir sur sur le FIRA aussi, parce qu'en fait, pour nous, il n'y a pas une solution dans l'automatisation plus qu'une autre. C'est pas forcément une machine, un robot avec une fonctionnalité. Non, ça peut être des portes-outils, ça peut être des kits pour rendre des tracteurs autonomes. C'est voilà, tout à fait sur ce type de sujet. Et Blue White, on a la chance qu'il soit là, effectivement. Parmi nous, ils ont gagné le prix de la start-up l'an dernier d'ailleurs. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je pense que non, a Oui, priori. Si, ah, Pascal, vas-y. alors, bah, de nouveau, Pascal Bordeaux. Euh, dans notre quotidien, moi je travaille dans un journal qui s'adresse surtout aux polyculteurs, éleveurs et aux grandes cultures. On on n'a pas le sentiment que les agriculteurs français sont très très intéressés par la robotique. On a l'impression que c'est plus dans le domaine de la viticulture et du maraîchage où il y a franchement des problèmes de main-d'œuvre. Mais est-ce que de votre côté, vous ressentez la même chose ou est-ce qu'il y a des types de céréaliers, par exemple, dont vous sentez qu'ils sont très à la recherche de solutions robotiques aujourd'hui? J'espère qu'on en répond. Tu veux que je réponde? Bah, en fait, je pense que c'est ceux qui vont vouloir aussi se dégager du temps. Nous, on a réalisé l'année dernière, donc avec l'une de nos CUMA dans le Gers, un essai sur un semis de porte-graines, un semis de carottes porte-graines. Et l'idée vraiment pour l'agriculteur, enfin, et pour les agriculteurs de la CUMA, c'est aussi se dégager du temps pendant les pics de travaux, notamment pour le travail du sol et le semis.
Où là, ce qui a été intéressant, c'est qu'on était vraiment en conditions réelles. En fait, on avait l'une des parcelles où l'agriculteur, enfin, où le robot a pu réaliser en autonomie le semis de carottes. Et en fait, dans la parcelle juste à côté, lui a préparé, était en train de préparer le sol pour l'implantation du colza en l'occurrence. Et en fait, voilà, le retour qu'il en fait, c'est que pour lui qui est seul sur son exploitation, ça lui permet en fait voilà, de limiter un peu ces pics de travaux, de le faire de façon précise. Et donc voilà, donc ça peut effectivement être une demande. Mais voilà, on est aussi sur des nouvelles technologies. La robotique, c'est aussi, il faut qu'elle fasse aujourd'hui ses preuves. Et c'est là où, en fait, c'est l'intérêt aussi de ces salons, c'est que les constructeurs puissent aussi faire leurs preuves auprès des agriculteurs. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre donc fin à cette conférence de presse pour la 8e édition du World Shira. Encore une fois, un grand merci à tout le monde pour votre présence. Et puis, vous recevrez un mail dans la journée avec les différentes ressources. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous n'avez que mon contact et que vous souhaitez contacter Marie-Flore Roland ou un constructeur, n'hésitez vraiment pas à me contacter et je vous mettrai en relation. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très, très bonne journée et puis à très bientôt, j'espère, en février sur le World Fira. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.